Le monde professionnel évolue vite, les aspirations des salariés, et pas seulement les générations nouvelles, sont fortes d'exigences en matière d'équilibre de vie, de meilleures conditions de travail, de plus de sens au travail. Une révolution en marche, peut-être. Les organisations sont-elles au rendez-vous de ces mutations? Jusqu'où peut-on aller? Quelles limites à ces évolutions si rapides? Des questions parmi d'autres que je me verrais bien formuler à partir de maintenant auprès de 3 prochains invités à qui je me propose une discussion à bâton rompu autour d'une table ronde où vous aurez largement le loisir de pouvoir aussi contribuer par vos propres questions. On fait ça. Dans ce cas-là, je me déplace et on va accueillir nos 3 invités que j'appelle tout de suite Séverine Stano, Thomas Iannucci et Philippe Conigam, qu'on encourage évidemment. Bonjour madame, prenez place. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous saluer aujourd'hui. Bonjour. Mettez-vous là, comme ça je vous verrai. Vous préférez, d'accord. Tout va bien? Prenez les micros si vous voulez bien, on vous entendra mieux. Je vais faire les présentations. Séverine Stano, chère madame, vous êtes la très engagée gérante d'un institut de beauté, institut installé à Boulay. Vous êtes engagée parce que vous venez d'accéder à la présidence de l'UCAB, l'Union des commerçants et artisans de Boulay. Félicitations. Vous êtes engagée parce que vous présidez également, destiné ici en Moselle, de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spa. Vous êtes engagée enfin parce que vous êtes aussi la présidente de l'UDP, Moselle, l'Union des entreprises de proximité. Alors quelques mots peut-être pour compléter ce panorama. Moi je suis assez impressionné parce que je ne sais pas comment vous faites dans 24 heures, mais peut-être que vous allez nous le dire. Il faudrait un peu plus d'heures, je pense. N'est-ce pas? Oui. Non, je suis également engagée en fait, dans la revitalisation des centres-villes et je travaille en collaboration avec la mairie ou même avec le conseil de Val-de-Fensch en fait, pour revitaliser nos centres-villes. Très bien. Merci Thomas Iannucci, merci d'être avec nous. Vous êtes régisseur général du spectacle vivant, vous êtes indépendant, intervenez sur de nombreux projets événementiels de nature très différente en Moselle et bien ailleurs. J'ai eu la chance de parcourir votre CV, des noms très prestigieux se succèdent quand on le regarde de plus près. Quelles informations peut-être pourriez-vous indiquer pour compléter ces quelques mots? Et au fait, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de spectacles à venir dans les prochains temps? Voilà, j'en profite. Oui, bonjour à tous. Pardon de vous déstabiliser avec ma question. Déjà, oui, donc j'interviens pour le compte d'organisateurs de spectacles, de producteurs de spectacles et d'organisateurs d'événements d'une manière générale. Et pour répondre à votre question, il y a un certain nombre de spectacles tous les jours ici, notamment à Metz, voilà, les Constellations, à Nancy, les open air qui arrivent avec des noms prestigieux comme Muse, etc. Et pour ma part, je vous invite à prendre des places pour le prochain spectacle de Grand Corps Malade à partir de l'année prochaine. Vous m'avez donné l'opportunité, donc je fais la publicité. Voilà, c'était pas préparé. Merci pour le tuyau. Merci en tout cas d'être avec nous. Philippe Conigam, vous êtes l'heureux président de l'Union nationale des sportifs de haut niveau, basé ici à Metz. Vous êtes un ancien athlète international. Votre discipline favorite était le 400 mètres haies, pour laquelle vous étiez devenu champion de France. C'était en 86. Magnifique souvenir, je suppose. Vous avez pendant plusieurs années occupé différentes fonctions au sein de la Fédération française d'athlétisme, notamment celle de directeur technique adjoint, également directeur de l'élite. Comment est-ce que je peux compléter ce portrait? Il est fidèle, j'espère. Il est fidèle et c'est déjà bien. C'est déjà bien. En tous les cas, effectivement, aujourd'hui, dans l'intervention, on va évoquer les sportifs de haut niveau. Et si on doit compléter, donc effectivement, je suis le président de cette Union nationale des sportifs de haut niveau sur le périmètre des sports individuels et non collectifs. Mais donc on l'évoquera de façon plus précise tout à l'heure. Très bien. Séverine Stano, je rebondis un court instant sur la présentation qui vient d'être faite par le professeur Brangier. Est-ce que vous diriez que vous aimez votre travail? Et si oui, pourquoi? Quels sont les vecteurs les plus motivants selon vous? Pour ce qui vous concerne, bien sûr. Je pense que je me suis reconnue dans certains de ces propos parce que chaque jour en fait, de travail est différent. On est toujours sur une évolution constante, on peut vraiment apporter différentes choses. On est sur un marché qui est très croissant, donc ça peut nous permettre de se faire former tout au long de la vie. Et vraiment, il n'y a pas ce travail répétitif qui va être finalement peut-être barbant à la fin d'une journée, parce que chaque jour, que ce soit pour moi ou pour mes salariés, est différent.
Et c'est ce qui donne en fait l'envie de continuer vers ce métier. Et je pense que mon métier, et comme la plupart, je pense, des métiers d'artisan, il faut vraiment être passionné en fait pour les faire. Alors justement, quelle est votre vision du monde du travail aujourd'hui? Est-ce qu'il est en mesure de procurer les conditions du bien-être, même si ça ne plaira pas à tout le monde, à ses parties prenantes? Est-ce le rôle de l'entreprise, des organisations en général, que de garantir une forme de bien-être? Je provoque un peu, mais voilà quoi, le sujet vient d'être posé. Alors je pense qu'on est vraiment sur une nouvelle vision du monde du travail. Mmh. Aujourd'hui, on a une attente des salariés qui est totalement différente d'avant. Je pourrais dire également qu'on a l'après-Covid, puisqu'effectivement tout le monde a changé sa Donc pour vision vous, des le avant, choses. c'était juste avant le Covid? Il y a vraiment eu une Non, je rupture, pense ou qu'il c'est y a un eu peu une plus... cassure encore plus D'accord, importante. c'est une Et la accélération. nouvelle génération qui arrive a une nouvelle attente. Et puis nous, on l'a très bien vu dans différentes études qui ont été réalisées. Ils ont besoin en fait de sentir qu'ils ont une place au sein de l'entreprise. Ils ont besoin qu'on les écoute. Mmh. Ils aiment la communication. Ils veulent effectivement donner du sens à leur travail. Et pour cela, je pense qu'il faut prendre le temps parfois de s'asseoir à côté d'eux et justement de voir avec eux comment qu'ils envisagent la suite, leur avenir au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est très important. Et le temps qu'on ne prend peut-être pas assez aujourd'hui, ou dont on ne dispose pas assez aujourd'hui, c'est peut-être... Je pense qu'effectivement, il y a une réorganisation peut-être à opérer Mmh. au sein des Mmh. entreprises. Et il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que la majorité des entreprises n'étaient pas préparées à ça, à une telle révolution de l'état d'esprit. En fait. Alors, Madame Stano, quelles sont les grandes problématiques actuelles en matière de santé, de sécurité, peut-être aussi de bien-être dans le monde artisanal, particulièrement dans votre secteur, celui de l'esthétique? Plus globalement, est-ce qu'il s'agit de sujets qui vous tiennent à cœur, et pourquoi, si c'est le cas? On aura toujours dans le monde de l'artisanat les problématiques en fait de tout ce qui va être les TMS, le port de l'EPI, effectivement, comme on a pu entendre jusqu'aujourd'hui. Si on parle effectivement du monde de l'artisanat, on va parler des métiers du bâtiment, où aujourd'hui on se retrouve également malheureusement avec une problématique du retour de la drogue sur certains chantiers. Il faut également travailler. On pourrait également penser qu'il y aurait des domaines sur lesquels on pourrait travailler comme du tronc commun. En fait, je vais prendre un exemple de la poussière ou des produits en fait qu'on peut utiliser. Si on part en fait des boulangers qui travaillent avec de la farine, qui effectivement c'est la poussière, donc effectivement après il y a le métier du bâtiment où il y a également la poussière. Nous avec l'onglerie, on a ce tronc commun et je pense qu'il ne faut pas lésigner en fait sur les moyens, sur l'innovation possible pour ne pas se retrouver comme à l'époque de l'amiante où il n'y avait pas de prévention ou à l'époque du problème des mines en fait. Bien sûr. Thomas Iannucci, quel regard portez-vous globalement dans un premier temps sur l'évolution du travail, la quête de sens évoquée par tout un chacun, les exigences en matière de bien-être au travail? Le monde a changé, vous l'avez dit, madame, après cette séquence un peu terrible du Covid. Dans votre secteur, on sait que ça a pas mal bougé et pas forcément dans le bon sens. Alors, dans notre secteur, qui est un petit milieu, finalement, le monde du spectacle, on ne s'en rend pas compte, mais c'est juste quelques centaines de milliers de personnes sur notre territoire. Ça n'a pas du tout les mêmes volumes que l'industrie ou le bâtiment. Et justement, pour faire l'analogie avec ces deux secteurs, nous, on part de très très loin. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on se rend compte que la notion de prévention des risques, la notion de sécurité, de santé au travail n'est pas du tout claire dans la tête des gens. Alors moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il y a déjà une grosse évolution qui a été faite, parce qu'une prise de conscience de ces problématiques-là, mais on est encore très 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 en retard. Alors, quelle est l'évolution que vous appréhendez justement dans votre milieu par rapport à ces questions-là? Est-ce que, sans mauvais jeu de mots évidemment, est-ce que au sein de votre collectif, on rencontre des questions autour de la culture prévention, culture santé, culture sécurité? Je rappelle que vous travaillez dans un collectif. Régie Générale, c'est un collectif de professionnels indépendants. Est-ce que vous la développez? Comment ça se passe? Alors oui, on est de toute façon dans l'obligation de le développer. Bien sûr. C'est pas quelque chose de... On y est tous contraints. On y est tous contraints, ne serait-ce que par le code du travail, qui nous impose un certain nombre d'obligations. Alors même si je ne suis pas employeur, je me substitue aux employeurs, donc j'ai un devoir de conseil et de faire respecter un certain nombre de réglementations et de codes. Dans notre métier, on a effectivement toute la partie publique, pour la protection du public. Personne ne va voir un concert en se disant je vais laisser ma peau ce soir, bien évidemment, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans un environnement qui est sombre, il y a beaucoup de personnes au même endroit, donc très accidentogène. Sur la partie employé, sur la partie personnel, travailleur, c'est un peu la même problématique, c'est que
on cumule un peu toutes les causes fondamentales. On cumule la fatigue, la manutention de charges lourdes, des engins de levage, l'électricité, la chute de hauteur, le travail en hauteur, etc. Donc, et il faut toujours aller très vite. Il faut aller très vite. C'est effectivement le deuxième point, c'est que quand vous allez voir un spectacle le samedi soir à 20h30, c'est le samedi soir à 20h30. Donc on ne peut pas dire... donc on est soumis à cette contrainte de stress permanent, et tout le monde l'a évidemment en tête, donc encore plus accidentogène. Donc pour répondre à votre question, on y travaille de plus en plus, parce qu'on travaille déjà sur la prise de conscience, sur la formation et sur les moyens, et on essaye de plus être au niveau 0, mais déjà de tendre vers le 10, tendre vers le 20, etc., pour essayer de limiter tout cela. Est-ce que dans cette approche, dans les discours que vous portez auprès des personnes concernées, vous sentez une différence entre la jeunesse qui arrive, les jeunes professionnels, et puis ceux, on va dire, qui sont un peu plus expérimentés? Absolument, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. Je n'imagine rien. C'est vrai que les plus anciens, et je l'ai pris de mon excusé, ils venaient du monde... peut-être plus familial, plus artisanal, plus du monde du cirque ou autre. C'est de là que viennent nos métiers. On montait des chapiteaux, etc. Donc on n'avait pas cette culture. Et de plus en plus, je pense que c'est la deuxième génération, parce qu'on est finalement que la deuxième ou troisième génération de travailleurs dans ces domaines-là du spectacle vivant. Il y a une prise de conscience parce qu'il y a eu des accidents, effectivement même très douloureux, il y en a encore. Donc il y a une prise de conscience qui arrive sur les générations de maintenant, et je pense qu'on va vers le mieux. Donc moi, le côté positif, c'est qu'on part de très loin, mais on va vers le mieux. C'est une bonne nouvelle. Thomas Iannucci, en tant que prescripteur, vous l'avez un peu dit, vous appuyez nécessairement sur la chaîne managériale des structures pour qui vous œuvrez, vos clients, d'une certaine manière, pour rendre efficace l'action en matière de prévention et de sécurité. Alors comment s'opère ce travail, on va dire concrètement? Est-ce que vous avez des dispositifs d'alerte, de vigilance? Est-ce que vous savez repérer des signaux faibles? Comment ça se passe? Alors la première des choses, c'est qu'on essaye de convaincre nos clients, les organisateurs eux-mêmes. Donc vous dites, vous essayez, c'est-à-dire on essaye, parce que c'est pas toujours gagné, de leur faire comprendre que la prévention des risques au travail nécessite un certain nombre de moyens, évidemment, financiers et autres. Donc ça, c'est la première démarche. C'est quelque chose qui tend vers le mieux aussi, en tout cas dans notre domaine d'activité. Et la deuxième chose, c'est par rapport au terrain, d'une manière générale. On s'appuie vraiment de plus en plus sur des professionnels préventionnistes, des bureaux extérieurs ou des spécialistes de cela qui viennent sur le terrain, donc évidemment en préparation, mais aussi sur le terrain, pour aider à la prise en compte des mesures qui ont été vues en amont sur des documents uniques, des plans de prévention, etc. Donc des moyens externes. Merci pour ces premières explications. Philippe Gonigam, je me tourne vers vous. Je n'imagine pas un seul instant que vous me direz « je n'aime pas mon travail », engagé comme vous êtes depuis tant d'années. Quels sont en fait les aspects qui vous motivent, les partages avec vos équipes, vos collaborateurs? C'est quoi votre moteur finalement? Alors c'est vrai que nous, on ne le considère pas forcément comme un travail. Et d'ailleurs, quand on parle d'évolution, on a évoqué tout à l'heure les évolutions du contexte de travail. Nous, on est dans une transformation d'un monde de l'amateurisme qui arrive vers la professionnalisation. Donc, on est un peu au début de l'histoire de la professionnalisation dans les sports individuels. Donc, quelque part, on est en situation de découverte. Donc, on part peut-être d'encore plus loin que ce que vous évoquiez tout à l'heure. La deuxième chose que je mets en préambule, c'est qu'en fait, on évoquait la notion de risque. Les sportifs, justement, ils sont fabriqués pour en prendre. Ça veut dire qu'on pourrait même leur reprocher, dans le cadre de leur activité, de ne pas en prendre. Donc, la culture de la prévention, on y est encore loin. Et ensuite, ce que je voulais évoquer, c'est le contexte de travail dans lequel on se trouve. Vous savez, on est à quelques mois des Jeux Olympiques de 2024. On a aujourd'hui, sur la liste officielle des sportifs de haut niveau, 15 000 jeunes identifiés. Vous en avez 5 000 qui se préparent globalement sur des préparations intensives sur l'activité. Et donc, concrètement, sur les 15 000, vous allez avoir 3% de ces sportifs de haut niveau qui vont représenter la France. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et encore, si on doit arriver à la médaille olympique, on est à moins d'1%. Donc, globalement, on est sur un contexte de travail particulier. Vous évoquiez le stress, j'aime pas. Et on voit que dans j'aime pas, il y a le stress. Les sportifs vont le chercher. Pour eux, c'est un moteur. Donc, on est un peu en décalage. Et pourtant, on considère aujourd'hui que la notion de risque est importante à prendre en considération. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai en tête, mais très rapidement.
Dans le cadre du football que tout le monde connaît, dans les 29 clubs européens, les meilleurs clubs européens, on envisage toujours à peu près sur les 29 clubs 1200 blessures sur une saison. Globalement, si on le ramène à un club, on est sur une quarantaine de blessures pour 20 footballeurs. Imaginez qu'on transpose ça dans le monde de l'entreprise. Rien que l'idée que donc on va aborder ce volume de blessures, d'accidents du travail, pas une maladie, d'accidents du travail. Vous voyez, donc on est un peu en décalage. Et donc globalement, on est, nous, dans une volonté d'apporter une autre réalité dans le cadre de la prévention des risques. C'est simplement se dire qu'on est dans une logique de performance et qu'en diminuant, en tous les cas, en maîtrisant les risques, ou en tous les cas en s'y intéressant, en les diminuant, on sera certainement dans une logique où on va optimiser les chances de réussite, les chances de performance. Voilà un petit peu ce qu'on doit apporter. Vous pouvez juste rappeler, j'aurais pu vous poser la question avant, mais les missions de votre Union nationale, je ne suis pas sûr finalement qu'on connaisse bien ces missions. Alors donc, en deux mots. Oui, en deux mots. La première, c'est effectivement la représentation de ces sportifs auprès des institutions, donc le politique, Assemblée nationale, Sénat, Conseil d'État. Et la deuxième, c'est la protection. Et donc, dans notre ADN, c'est réellement notre cœur de métier, c'est de devoir les protéger, mais dans le sens large du terme. Merci. Madame la Présidente, vous évoquez souvent les conditions de travail comme l'un des éléments qui freinent l'envie de postuler au sein de vos entreprises, de vos instituts. Je vous ai lu quelquefois. Je sais que vous êtes, comme beaucoup aussi, en réelle difficulté sur des recrutements. Là aussi, j'ai pris des informations, j'espère, vérifiables. Comment est-ce que vous approchez ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les talents dans vos entreprises? Quel lien précis faites-vous entre cette dimension et les conditions de travail dans vos métiers? Déjà, je pense que l'artisanat aujourd'hui ne fait pas bonne presse. Malheureusement, il faudrait peut-être qu'on rende nos métiers un peu plus sexy pour attirer nos jeunes. C'est pas devenu juste un élément de langage parce qu'il n'y a pas de raison objective? Non, je pense que les jeunes ont peut-être une mauvaise image en fait de notre métier. Est-ce les jeunes ou tout le monde? Parce que qui transmet les messages aux jeunes si ce n'est les parents? Alors, c'est vrai qu'auparavant, on disait un jeune qui partait en apprentissage, c'était un jeune qui ne réussissait pas à l'école. Aujourd'hui, vous me présentez un salarié qui sort de licence ou un jeune qui sort en fait d'apprentissage, je vais embaucher celui qui sort de l'apprentissage. Parce que pour moi, il aura l'expérience derrière. Malheureusement, l'apprentissage et l'artisanat ne font pas bonne presse. Pourquoi? Par rapport aux conditions de travail, peut-être par rapport à la pénibilité, les horaires. Un exemple chez moi, on travaille en nocturne 9 fois par semaine, on travaille le samedi. J'ai été confrontée à des patrons, un exemple dans la coiffure, qui disaient devoir fermer le samedi parce qu'ils ne trouvaient pas de salariés. Il y a des restaurants qui se retrouvent à fermer plusieurs jours par semaine parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc il y a un vrai problème de fond derrière. Il y a une attente effectivement du salarié en face qui est différente parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le salarié qui se vend face à vous, c'est à vous de vous vendre face au salarié. Les rôles ont vraiment été inversés. On l'a bien vu avec... Voilà. Donc il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui font des semaines de 4 jours, qui arrêtent de travailler un peu plus le week-end. Mais c'est vrai que l'organisation est longue et c'est un peu compliqué. Madame la Présidente, comment votre confédération, mais aussi l'UDP, sans doute les deux, accompagne-t-elle les dirigeants sur ces questions de santé, de sécurité, de bien-être au travail? Comment est-ce que ça s'organise concrètement sur le terrain pour aider ces entreprises à être mieux formées, mieux sensibilisées à ces questions, par le biais de vos instances? Alors, que ce soit avec l'UDP ou avec les instances en fait, directement de branche, on va organiser des journées de sensibilisation, de la formation, du webinaire. Un exemple sur le secteur du bâtiment, l'année dernière, ils ont fait avec l'OPB du BTP du bâtiment, ils ont fait une journée de prévention en fait, sur la sécurité routière pour effectivement les salariés. Donc tous les adhérents étaient conviés, donc il y a plusieurs thèmes qu'on va mettre en avant et nous on est accompagnés dans ce sujet-là. Maintenant, il faut voir aujourd'hui qu'il n'y a pas que le salarié aujourd'hui qui est accompagné, c'est le dirigeant, parce que les dirigeants sont en crise aussi actuellement, avec les différentes crises successives qu'on a eues depuis 2 ans, c'est pas simple non plus en fait. Vous mesurez un petit peu l'impact de ces actions de sensibilisation? Parce que c'est bien de mettre des gens dans un webinaire, dans une salle. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a des accompagnements? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense quand vous êtes une petite entreprise ou un petit entrepreneur, vous n'avez pas forcément tous les fonds ou tous les moyens de mettre ces choses en place. Donc le fait que les organisations en fait, aident les entreprises à communiquer plus, à les former sur la prévention, sur quels outils ils peuvent mettre en place, sur les évolutions, c'est un vrai partenariat en fait.
Vous entretenez, j'imagine, des relations partenariales avec beaucoup d'acteurs dans cette salle. Comment vous travaillez avec d'autres institutions, d'autres collègues dans d'autres confédérations? Comment ça se passe sur le terrain? Parce qu'on est tous finalement face aux mêmes problématiques. Ça, c'est clair. Depuis ce matin, en fait, je remarque qu'on a tous le même problème et on a tous la même envie d'agir en fait, pour améliorer les conditions de travail de nos salariés et effectivement pour nos entreprises aussi. Nous, un exemple, je pourrais vous parler de partenariats qu'on a avec des mutuelles. En fait, les mutuelles arrivent au sein des entreprises et vont faire de la prévention et de la formation sur les postures, sur comment travailler au quotidien, sur l'écoute, sur beaucoup de choses, en fait. Il y a énormément d'entreprises ou d'autres services avec lesquels on est partenaire, en fait. Thomas Iannucci, ou quelles initiatives conduisez-vous pour travailler avec votre réseau de professionnels, par exemple pour développer ce qu'on a appelé tout à l'heure les compétences non techniques? Je pense que vous étiez là pour entendre le propos de Pierre Chevrier, notamment pour acquérir de meilleurs réflexes, parce que dans votre métier, je crois que c'est important. Justement, on est souvent sous stress, vous l'avez très bien expliqué. Est-ce qu'il y a des actions un peu spécifiques sur ces questions-là que vous arrivez aujourd'hui à mettre en place? Alors je crois que le chemin le plus long et le plus difficile est effectivement la prise de conscience. Même si, comme je le disais, on va vers le mieux, on est encore loin d'être arrivé à des automatismes. Je vous donne un exemple, si vous me permettez 20 secondes pour illustrer mes propos. 2017, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, une chanteuse qui s'appelle Barbara Waldens, festival dans la ville de Gourdon, mais si mes souvenirs sont bons, se présente sur scène, fait son concert, et au milieu du concert, vient à toucher, pour des raisons que j'ignore, un projecteur qui s'avérait être défaillant. Elle est électrocutée, elle est décédée à cause de ça. Bon. Si on remonte l'arbre des causes de cet élément, on va quand même jusqu'à la mort de quelqu'un. Hein. Même si c'est une artiste, elle est à son travail. Donc c'est un accident du travail. Il y a un certain nombre de faits qui ont amené à ce résultat. Donc moi, pour répondre à votre question, mon chemin de croix, si je puis dire, c'est d'utiliser cet exemple ou d'autres, parce que ce sont des exemples assez traumatisants, pour dire qu'on joue avec la vie des gens du public, la vie des gens qui travaillent, pour dire attention, on fait du spectacle, on est dans le milieu des paillettes, on voit des artistes, etc. Mais attention, la vraie vie, c'est qu'on risque la mort, vous, moi et tous les gens qui se trouvent dans le même bâtiment. Donc c'est vraiment cette démarche-là, parce que j'en ai pas forcément plus à mon niveau pour créer cet automatisme, et de dire attention, on joue avec la vie des gens, donc soyez rigoureux, formez-vous, respectez les consignes qui vous sont données, parce que pour le coup, on n'invente rien, et les règles sont les mêmes pour tout le monde, hein, qu'on soit artisan, coiffeur ou maçon, les règles sont les mêmes pour tout le monde, y compris dans le milieu du spectacle. Il n'y a pas de règlement ou de code différent dans le milieu du spectacle, mais je suis obligé d'utiliser ces exemples un peu choquants pour arriver à cette prise de conscience. Philippe Konigam, vous travaillez, alors j'ai pas mal regardé ce que vous faites, vous menez un travail assez intéressant avec DECRA, l'un de vos partenaires. L'objectif, à travers une plateforme, c'est d'accompagner les structures et surtout les sportifs sur leur capacité d'évaluation, de prévention et d'optimisation de leur performance. On parle un peu de cet aspect ? Alors, très rapidement, par rapport à la relation qu'on a avec cette entreprise qui est spécialisée justement dans la partie évaluation et prévention des risques, l'idée de ce mariage, c'est qu'en fait, ils ont une maîtrise de la technicité. Nous, on a la connaissance du secteur professionnel. Et ça nous a amené à monter un outil qui, de façon numérique, aborde l'ensemble des risques auxquels pourrait être exposé un sportif. Et à partir de là, puisse s'évaluer et à partir de là, lui apporter des éléments spécifiques de prévention en matière d'accompagnement, de conseil ou de réajustement des comportements. Alors plus récemment, en 2022, et je sais que vous êtes particulièrement attaché à ce projet, vous avez, grâce au soutien du fonds de dotation Merci et d'autres partenaires associés, pu engager un projet de recherche dans le cadre d'une convention CIFRE, des conventions industrielles de formation par la recherche. Alors l'objectif, c'est de mettre en œuvre sur le terrain des actions de prévention au service de la santé mentale des sportifs. Comment est né ce projet ? Quels constats l'ont fondé ? Je précise d'ailleurs que vous disposez d'une prestigieuse marraine autour de ce projet, Méline Nocandi, qu'on a vu sur les images ce matin, je crois.
l'ancienne Dragonne. Oui, absolument. En tous les cas, donc, c'est vrai que le programme de recherche qu'on a pu lancer grâce au partenariat avec le fonds de dotation Merci est un axe c'est l'axe de recherche qui est hyper important parce que concrètement, tout à l'heure, j'évoquais la notion de blessure qui est quelque chose d'apparent. Quand un sportif se blesse, on le voit. Par contre, tout ce qui tourne autour de la problématique de la psychologie du sportif, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en considération. Or, et ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre des interventions, la notion de pression et de stress est quelque chose de présent dans l'activité et fatalement, eh bien, on peut en être victime. Et l'obligation de résultat qu'ont les sportifs quand ils sont engagés dans cette activité d'exception, eh bien, amène à des comportements fous. Pour pouvoir concrètement avoir une valeur économique, aujourd'hui, un sportif, c'est une statistique. Semaine par semaine, on détermine avec, on va dire, ces statistiques, savoir s'il est sur la feuille de match, savoir s'il est sur des temps de jeu corrects, s'il a fait des bonnes passes, des mauvaises passes, s'il a arrêté des choses, etc. Tout est décrypté. En tous les cas, tout est mesuré. Et globalement, quand on est remis en question toutes les semaines, c'est compliqué, sachant qu'on est dans des activités de compétition, vous avez de la concurrence. Et donc, concrètement, on va se retrouver sur quelqu'un qui pourrait être défaillant psychologiquement parce qu'il est fatigué et quelque part, il a du mal. Eh bien, naturellement, il ne va pas aller chez le médecin de son club pour dire qu'il est peut-être pas bien, parce que sinon, il ne sera pas sur la feuille de match. Et donc, il va perdre en valeur économique. Et donc, peut-être que ça va être compliqué de trouver un autre club, sachant que dans le droit du travail, dans le sport, il n'existe pas de contrat à durée indéterminée. On est sur des contrats à durée déterminée spécifiques. Donc, on est sur de la précarité temporelle. Et donc, l'obligation de performance, c'est quelque chose de très difficile à assumer. Et donc, concrètement, le travail de recherche, simplement, a vocation à déjà faire un état des lieux de la situation des sportifs sur l'ensemble du territoire, sur le sujet des risques psychosociaux, et surtout, parce que concrètement, en dehors de l'étude, l'idée, c'est de trouver des outils, c'est de mettre en place des protocoles donc de prévention des risques pour qu'il y ait un accompagnement, parce que la différence, et on est de nouveau sur des logiques dérogatoires quand on parle du sport de haut niveau, il n'existe pas de document unique pour le métier de sportif professionnel. La branche s'y est intéressée sur les autres métiers, mais a exclu le sport professionnel au motif que c'est compliqué. Tout est dit. Par le biais de cette recherche-action, vous n'avez pas d'autres visées. Moi, j'en verrai une qui serait peut-être de plus médiatiser ces problématiques. On a une belle fenêtre de tir, vous l'avez dit, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui arrivent en 2024. C'est une belle opportunité, non ? Alors, l'événement est une opportunité. Bien sûr. Maintenant, l'étude... Je reviens par rapport à vos problématiques. Alors, par rapport au programme de recherche, jusqu'en septembre 2024, ce n'est pas forcément une opportunité. Je crois que globalement, c'est un peu les propos qui ont été tenus à la direction interministérielle des Jeux Olympiques. Autant ils sont intéressés par le contenu de ce qui va se passer, de ce qu'on va pouvoir proposer, mais globalement, en termes de communication, il ne se passera pas grand-chose avant les Jeux Olympiques. D'accord. Je pense qu'on s'est compris. Mais on pourra le faire après. Ah ben avec Voilà. beaucoup de plaisir. Quelles seraient, selon vous, Madame et Messieurs, les évolutions à imaginer pour que les aspects de prévention, de sécurité et de bien-être au travail ne soient plus accueillis que comme des contraintes, parce que ça revient quand même souvent, mais comme des évidences pour, en effet, être de réels leviers de performance pour l'action pour laquelle on est finalement payé dans son organisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Stano ? Je vous vois dubitative avec ma question. Non, pas du tout. Moi, je pense que la prévention devrait commencer dès l'apprentissage, pour que ça fasse partie de la culture en fait, de notre métier, pour vraiment pas que ça arrive le jour où ils arrivent en entreprise, que ça leur tombe dessus, en fait, comme si tout d'un coup c'était une nouveauté. Déjà, il faudrait travailler en amont là-dessus, et je pense que pour moi, la communication, la collaboration entre le salarié et le patron, c'est ce qui est le plus important. Monsieur Iannucci, comment vous voyez ça ? Il faut tomber dedans quand on est petit. Moi, je suis dubitatif pour le coup. Alors, vous avez raison. Évidemment, j'approuve ce que vous dites. Et moi, j'irais même un petit peu plus loin dans le restrictif, si je puis m'exprimer ainsi. C'est de dire, on a un certain nombre... On sait que les premières mesures de prévention au travail, c'est la formation. Mettre un casque de sécu, des chaussures de sécu, on sait que c'est bien, mais ça vient en bout de chaîne. Au début de la chaîne, on a la formation. Et les formations, en tout cas je parle dans mon domaine d'activité, on a le sentiment que c'est quelque chose de facultatif, voire d'optionnel. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et quand je parlais de restrictions, je me dis, alors je jette une bouteille à la mer, est-ce que ce ne serait pas
nécessaire d'être contractuellement dans l'obligation d'être formé, mais je dis tous, hein, pas vous, moi, peut-être à des fondamentaux comme la sécurité, les formations SST, hein, de secourisme au travail, voire les habilitations électriques de premier niveau, parce qu'on est tous confrontés à une prise électrique qui est sous tension. Voilà, et je me demande si c'est pas quelque chose qui pourrait faire une évolution. Alors on n'est pas dans la nouvelle technologie, pas du tout, mais je me dis, en y réfléchissant rapidement, pourquoi pas inculquer une certaine forme d'obligation de formation. Et vous, que diriez-vous, Philippe Odigam? Globalement, je vais reformuler votre question parce qu'il y a la question et la réponse. C'est qu'en Je vous en prie. à partir du moment où c'est considéré comme un levier de performance, eh bien, ça sera entendu. Et donc, globalement, c'est ne pas considérer que la prévention est un frein à fabriquer des champions. C'est au contraire quelque chose qui va aller dans le bon sens du terme. Et le deuxième point, c'est que l'axe de professionnalisation qui est en route, puisque c'est devenu un métier, eh bien, c'est simplement que le droit du travail puisse s'appliquer auprès des employeurs, auprès des organisations qui aujourd'hui bénéficient des prestations des sportifs. On va dans quelques instants partager la parole avec vous. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à interpeller nos trois invités. Juste un point encore, si vous permettez. Comment est-ce que vous voyez le monde du travail évoluer tout simplement? Est-ce qu'on va vraiment vers un monde où il y aura de moins en moins de risques, ou en tout cas de plus en plus de capacité à parer les risques? Est-ce qu'on y va? Très honnêtement, dites-le par rapport à vos différents domaines. Je sais que je provoque un peu, mais c'est intéressant de voir dans quelle disposition nous sommes nous-mêmes par rapport à cette évolution. Vous avez le micro, je vous sens bien parti. Oui, merci. Moi, je pense qu'on va à l'horizon 10-15 ans vers, en tout cas dans nos métiers, encore une fois, vers beaucoup plus de prévention d'une part, ça c'est sûr, mais beaucoup moins d'accidents et beaucoup plus de bien-être d'une manière générale au travail, parce qu'on y travaille aussi dans nos secteurs d'activité. Et j'en veux pour exemple, moi j'ai écouté très attentivement en début d'après-midi les personnes qui étaient ergonomes. C'était un terme que je ne connaissais pas clairement comme ça. Alors l'ergonomie, oui, mais le métier d'ergonome dans le travail, c'est pas quelque chose auquel j'étais confronté. Il va falloir merci à vous pour avoir comblé mon inculture à ce sujet. Et je me dis qu'on peut facilement l'utiliser dans nos métiers. Dans vos métiers. En tout cas, sur le territoire français, ça n'a jamais été fait. Et c'est tellement évident qu'elle nous l'expliquait que ça paraît tellement fou. Donc je me dis, finalement, en s'ouvrant un tout petit peu l'esprit, je pense qu'on peut faire des choses effectivement qui paraissent d'une évidence simple, mais que personne n'a jamais tenté de faire. Donc, pour ma part, je vais m'intéresser à ce domaine-là. Merci encore aux organisateurs pour l'organisation de ce colloque. C'est aussi fait pour ça. Madame la Présidente, comment vous voyez l'évolution des choses ? Je pense déjà que si on est tous là, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Oui. C'est qu'on a envie de diminuer les risques et qu'on va se moderniser sans pour autant oublier le côté manuel, même si effectivement la technologie, l'informatique, tout est en train de prendre une part très importante. On n'oubliera jamais que les mains sont notre premier outil. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Et notre cerveau aussi. Exactement. Et un peu le cœur. Philippe Konigam. Alors, par rapport à tout ce qui est dit, je vais reprendre les éléments. On a parlé d'humain. Et on va dire, dans notre activité, on essaye d'accompagner des gens à faire des choses inhumaines. Donc, globalement, il faut qu'on arrive concrètement à rationaliser. Et je vous inviterai un jour à venir voir des séquences d'entraînement, notamment de jeunes gymnastes. Des fois, on a du mal à discerner entre l'entraînement et la maltraitance, quand on est, par exemple, sur des séquences d'assouplissement sur le plan articulaire. Donc, je pense qu'on doit revenir à des choses beaucoup plus saines, parce qu'on est capable de le faire, et que l'activité sportive, on dit souvent que le sport, c'est la santé, ça doit rester dans cette démarche-là, parce que c'est une activité passionnante, dans le sens où vouloir toucher la perfection, c'est pas franchement quelque chose de mal, bien au contraire. Maintenant, en ayant le respect profond de l'humain. Et de sa propre personne parfois. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez intervenir, interagir? Alors, c'est comme ce matin, on est assez éblouis. Voilà, vous nous éblouissez, cher public. Est-ce qu'il y a une volonté de nous interpeller une fois, deux fois? C'est que vous êtes brillant. Vous avez repéré un monsieur. Un monsieur avec une chemise. Alors, si le monsieur a la chemise... Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je travaille dans la prévention routière et en tant que formateur sécurité routière, l'Éducation nationale a mis en place le continuum éducatif qui met des actions de la maternelle, primaire, collège
des actions de sécurité routière en fait, qui sont validées par l'éducation nationale. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de faire la même chose dans la prévention des risques en entreprise ? Si, on pourrait même le faire directement dans les écoles, que ce soit dans les lycées techniques ou même dans les lycées traditionnels. En fait, je pense qu'il faut commencer beaucoup plus tôt pour que ça devienne vraiment quelque chose de normal, en fait, un geste quotidien, pour ne pas se rendre compte que plus tard, on était complètement dans l'erreur. Oui, effectivement. Je compléterai même, si vous me permettez. C'est une excellente idée, je trouve. Encore une fois, on se demande pourquoi on ne le fait pas. Parce que quand on est en activité professionnelle, souvent on voit le préventionniste ou les personnes en charge des services de prévention comme finalement quelqu'un qui est en opposition avec vous, qui nous dit il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Et finalement, si on l'inculque dès le plus jeune âge que cette personne-là, elle ne vous veut que du bien, finalement, c'est peut-être tout ce chemin-là qui est déjà gagné pour plus tard. Donc effectivement, merci de cette proposition. On est là pour réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Il y a une main, non ? Une fois, deux fois. Madame, messieurs, une dernière question toute simple peut-être, ou quoi, ou pas. Comment est-ce qu'on rend finalement la vie au travail plus sympa ? Comment vous voyez ça ? Les technologies, c'est mieux travailler ensemble, c'est partager, coopérer, communiquer. Vous avez dit plein de choses. Qu'est-ce qu'on garde là tout de suite et qu'on peut mettre en application dès lundi matin quand on viendra au boulot, en se disant, grâce au colloque de vendredi, Madame ? Pour moi, ça aura toujours été la communication. Effectivement, prendre le temps d'échanger et donner de l'importance, effectivement, pas seulement entendre, mais vraiment écouter la personne que vous avez en face. Bien au-delà des technologies, de Monsieur Iannucci. Même si c'est une conclusion, c'est une vaste question. C'est une ouverture, on va le dire comme ça. Pour lundi matin, je complète. Ou peut-être ce soir au spectacle, si vous êtes au boulot, je ne sais pas. Ouais, je pense que travaillons sur la conscience de ce que nous faisons au travail. C'est-à-dire que chaque acte peut avoir des conséquences plus ou moins délicates, voire douloureuses, et ayons conscience de cela. Ce sera déjà un bon premier point pour moi. Comment on rend la vie de nos champions plus sympa pour qu'ils gagnent peut-être un peu plus de médailles ? Alors, en donnant du sens à ce qu'ils font. En fait, dans la vie, courir plus vite qu'un autre, ça ne sert pas à grand-chose. On parlait du 400 mètres haies il y a quelques minutes. Donner du sens, c'est-à-dire concrètement pratiquer un chemin qui amène à la performance, mais qu'on peut reproduire dans d'autres activités et d'autres secteurs. Il n'y a plus qu'à les applaudir. Ils étaient super. Merci infiniment, madame. Merci, messieurs.